Bienvenue dans la région du centre du Québec. Nous allons parler du centre du Québec, particulièrement Drummondville. Le centre du Québec est situé non pas au centre géographique du Québec, mais plutôt au cœur de la vallée du Saint-Laurent, là où réside majoritairement la population québécoise. La région est située à mi-chemin entre les villes de Montréal et Québec, près du fleuve Saint-Laurent, ce qui lui confère son caractère central. Elle est composée de 5 municipalités régionales de comté: Arthabasca, Bécancour, Drummond, l'Érable et Nicolet-Yamaska. Elle est devenue une région administrative indépendante le 30 juillet 1997. Bien le bonsoir. Bonsoir. Je suis le directeur du service des communications. Mon équipe et moi, on s'occupe notamment du positionnement de la ville de Drummondville en matière de visibilité, de notoriété, d'attractivité de citoyens et de citoyennes en tant que tels. Donc, c'est pour cette raison-là que ça nous fait plaisir d'accepter votre invitation à parler à des gens qui pourraient avoir de l'intérêt finalement sur la belle et grande région de Drummondville. Qu'avez-vous mis en place pour attirer les immigrants à venir s'installer chez vous? Oui, en fait, nous, à la ville de Drummondville, nous fonctionnons avec une multitude de partenaires en lien avec différentes catégories ou encore avec chacun ou chacune de leurs spécialités. Par exemple, on a un mandataire dans le secteur des sports, un mandataire dans le secteur des arts. Et pour tout ce qui touche à la question de l'immigration, notre partenaire privilégié, c'est un organisme qu'on appelle le Regroupement interculturel de Drummondville. Entre autres, avec le Regroupement interculturel de Drummondville, il y a un programme qui s'appelle Mobilisation Diversité. L'objectif de ce programme-là, c'est d'attirer des personnes immigrantes pour qu'elles puissent s'installer de manière durable dans des régions de l'extérieur de la région métropolitaine de Montréal. À Drummondville, on a aussi un mandataire dans le secteur de l'économie. Cet organisme-là s'appelle la Société de développement économique de Drummondville. Cet organisme-là organise à chaque année, et là, il a dû ajuster son offre, je vous dirais, en raison de la pandémie qui nous afflige toutes et tous. Il y a des missions de recrutement qui sont organisées à l'étranger, notamment au Maghreb et dans les pays francophones, pour attirer, pour recruter donc des travailleurs et des travailleuses spécialisés, parce que dans notre région, nous, c'est une pépinière de petites et moyennes entreprises, les PME, et il y a de grands besoins de main-d'œuvre. La population locale ou régionale ne suffit donc pas à répondre aux besoins des entreprises. Et donc, notre Société de développement économique est à pied d'œuvre pour attirer justement des travailleurs issus de l'immigration, soit directement dans les pays étrangers, comme je le disais, ou encore dans la région métropolitaine de Montréal. Y a-t-il des centres communautaires qui reçoivent des nouveaux arrivants dans votre région? Entre autres, il y a un programme d'accès à l'égalité à l'emploi dans ces organismes-là. Et pour la programmation, il y a certaines activités qui sont organisées par les centres communautaires qui vont aller cibler justement les communautés culturelles pour favoriser des maillages, favoriser des jumelages. On croit beaucoup à ça à Drummondville, d'aller jumeler une famille de Drummondville avec, par exemple, une nouvelle famille qui vient d'arriver de Syrie ou qui vient d'arriver du Maghreb ou qui vient d'arriver des États-Unis pour les aider finalement à s'intégrer dans leur quartier, à comprendre le fonctionnement en communauté. Pour certaines personnes immigrantes, la démocratie, c'est un tout nouveau concept. Quels sont les avantages que vous avez en région que nous n'avons pas à Montréal? Montréal, vous le savez, capitale économique du Québec, 1,8 million de personnes. Drummondville, c'est la métropole, mais la métropole de la région centre du Québec. Donc, c'est une ville de 80 000 habitants. C'est la 15e ville en importance au Québec. Un positionnement qu'on trouve intéressant
parce qu'on est en mesure d'être une ville à dimension humaine au sens où dans les quartiers, les gens se connaissent, les voisins se saluent, mais en même temps, on est juste assez grand pour nous permettre d'avoir finalement des services de qualité, des infrastructures modernes et tout ça. Finalement, Drummondville se retrouve à moins de 90 minutes en voiture de 70% de la population. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont choisir Drummondville, qui ont de leur famille ou encore des amis qui sont un peu partout au Québec, dans les régions dont je vous montrais, puis ils veulent se placer pas trop loin, être proche un petit peu de tout le monde. Et puis Drummondville, justement, c'est facile de se rendre dans chacune de ces villes-là parce que nous sommes vraiment situés là, au confluent de deux axes autoroutiers majeurs que sont l'autoroute Jean-Lesage, l'autoroute 20, qui est finalement là, près de chez vous, le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, et aussi dans l'axe nord-sud, l'autoroute Joseph-Armand-Bombardier, l'autoroute 55, qui va finalement au sud de la frontière, donc qui va des États-Unis et qui va jusqu'au nord, là, jusqu'à La Tuque, pratiquement en passant par Trois-Rivières. Concernant les prix des logements comparativement aux autres régions, pensez-vous qu'il y aura ici une grande différence? Sans dire qu'il y a une crise du logement au Québec, mais c'est un enjeu vraiment très important qui inquiète ou du moins qui préoccupe plusieurs organisations, dont nous, la Ville en tant que telle. Donc, je dirais qu'il y a des enjeux de logement, il y en a partout, et il y en a aussi à Drummondville. Je regardais les dernières statistiques de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Ça remonte à octobre 2020. C'est les données les plus récentes dont nous disposons. Donc, à Drummondville, le taux d'inoccupation est assez bas, il est à 1,8%. C'est bas. À Montréal, il est à 2,7%. Ça veut donc dire qu'à Montréal, il y a plus de logements disponibles que dans une ville comme Drummondville. Par contre, quand on compare, parce que c'est un petit peu ça le but de ta question, c'est quand on regarde avec d'autres villes, bien à Sherbrooke, c'est 1,3%, Trois-Rivières aussi, Granby est à 0,2% en Estrie, Saint-Hyacinthe à 0,6%. Donc bref, Drummondville, la situation n'est pas géniale, les logements n'abondent pas, mais je dirais que la situation n'est pas tellement pire ou moins pire que dans d'autres villes de taille semblable au Québec. Comme je le disais, c'est une préoccupation constante. Et la Ville est mobilisée justement là, pour la construction de nouveaux logements sociaux, des logements à prix abordable, donc pour les moins bien nantis de la communauté. Parce que si les moins bien nantis peuvent effectivement avoir des logements à un prix abordable pour eux, bien, ils vont libérer d'autres types de logements pour d'autres types de clientèle. Donc, on pense qu'il y a vraiment des vases communicants et que ça peut faire un effet là, de cascade en tant que tel. Voici un des pavillons de l'UQTR de Drummondville. Le campus de l'UQTR à Drummondville est maintenant en opération, et ce, grâce au dynamisme et à l'appui indéfectible de toute la population centricoise. Le campus de l'UQTR à Drummondville est un élément subordonné de l'Université du Québec à Trois-Rivières, UQTR, fondée en 1969. Il est physiquement détaché et dédié dans la région centricoise pour la représenter afin d'assurer des services d'enseignement et administratifs complets autant en formation initiale qu'en formation continue. Situé sur un terrain exceptionnel au centre de la nature et à proximité des services, le campus de l'UQTR à Drummondville est un environnement riche et propice à l'apprentissage. On y retrouve d'ailleurs une bibliothèque moderne instaurée au cœur d'un pavillon universitaire composé, entre autres, d'une vingtaine de classes et laboratoires. Les étudiants du campus de Drummondville ont accès à plusieurs services, dont les services aux étudiants et le service de la formation continue et de la formation hors campus situé au rez-de-chaussée. Plusieurs programmes de baccalauréat sont offerts au campus de Drummondville, dont en sciences de l'éducation, sciences comptables, sciences infirmières et administration des affaires. Depuis l'automne 2017, le programme de génie mécanique y est aussi offert. Vous retrouverez également plusieurs programmes de certificats, parmi lesquels la gestion des ressources humaines, administration, soins infirmiers cliniques, comptabilité générale, marketing, intervention psychosociale et psychologie, en plus des programmes de cycle supérieur, notamment le MBA exécutif, les programmes courts en gestion de l'innovation dans le PME,
diagnostic et intervention dans l'organisation et la relève des cadres. Voici la bibliothèque publique de Drummondville. Pour les familles qui ont plusieurs enfants, sans voiture, qui voudraient s'installer en région. Très souvent, ils se questionnent au sujet des écoles et surtout les moyens du transport en commun. Comment fonctionne ce système chez vous? On est vraiment chanceux. Au cours des dernières années, imaginez-vous donc, il n'y a pas une, il n'y a pas deux, c'est 3 écoles primaires flambant neuves qui ont été construites. Au moment où je vous parle, il y a une autre école primaire qui est en construction. Et il y a même une école secondaire aussi. Parce que là, évidemment, avec ces 4 nouvelles écoles primaires-là dont je vous parle, là, ces enfants-là, ils vont graduer dans le système scolaire. Donc, éventuellement, ils vont arriver au secondaire. Cet amas-là de jeunes va arriver au secondaire, mais nos 4 écoles secondaires, 5 avec l'école privée, ne seront pas en mesure d'absorber tout ça. Donc, tout de suite, il faut penser à rajouter une école secondaire, toujours pour soutenir la croissance démographique de la ville. Et là, je vous parle même pas d'une autre école primaire qui est en construction, qui est de l'école d'une commission scolaire anglophone. Donc, moi, tout ce que je vous parlais, c'est dans du public francophone, mais il y a aussi le secteur anglophone qui n'est pas très présent, mais il y a quand même des gens de la communauté anglophone et ces gens-là méritent des services, ont besoin de services. Donc, la ville les accompagne, entre autres, pour avoir trouvé un terrain et tout ça. Tout récemment aussi, on a pu inaugurer, on était très fiers, un campus universitaire. Donc, c'est un campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui est maintenant à Drummondville. Donc là, c'est donc dire maintenant que les jeunes de Drummondville, les familles, ils peuvent faire en sorte que leurs enfants sont dans une école à Drummondville du préscolaire jusqu'à l'université. Puis ces enfants-là du primaire qui sont rendus au secondaire, ils ont besoin de se déplacer, ils ont besoin d'activités stimulantes. Puis donc, pour les accompagner, si vous voulez, la ville et ses mandataires offrent une panoplie d'activités en parascolaire, dans le domaine des arts, dans le domaine des sports, dans le domaine communautaire, dans le loisir créatif. Puis le service de transport en commun est là justement pour épauler les parents qui ne peuvent pas toujours se séparer en 2 puis en 3 pour faire des transports, parce qu'à Drummondville, on n'a pas le métro comme système de transport collectif, mais on a un système de transport en commun qui est offert ou qui est desservi, c'est-à-dire par des autobus et par des taxibus également. Donc, pour permettre justement du transport collectif, je vous mentirais si je vous disais que la fréquence est aussi grande que les rames de métro. Mais par contre, pour une ville de notre taille, on nous dit que ça répond à la demande. Bienvenue à l'école Jeanne Mance. Dans quel domaine, selon vous, qu'il y aura plus de chances de trouver des emplois dans ce coin? Sans surprise, comme dans la plupart des régions du Québec, là, actuellement, les plus grands besoins sont dans le domaine de la santé, des services sociaux, dans le domaine de la construction. Donc, nous avons de grandes entreprises là, qui vont employer plusieurs centaines d'employés, mais la masse des emplois, c'est au sein là, des petites et moyennes entreprises. Nous sommes maintenant à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville. Avez-vous en ce moment des immigrants qui travaillent dans votre institution? Si oui, le pourcentage est de combien? Donc, le service du capital humain me rappelait qu'à la ville de Drummondville, donc pas dans l'ensemble là, de la ville, nous, comme organisation municipale, nous avons 500 employés. De ces 500 employés-là, il y a 9 personnes qui sont issues de ce que le gouvernement appelle les minorités visibles. Donc, c'est un peu moins de 2 %. Donc, ce qu'on peut faire comme parallèle, c'est que alors que les personnes immigrantes représentent à peu près 4-5 % de la population totale, elles ne sont que 2 % à travailler pour la ville. Donc, on voit qu'il y a du chemin à faire de ce côté-là. Le service capital humain, là, je vous le disais, il y a des besoins de main-d'œuvre partout. Donc, c'est vrai pour les entreprises manufacturières, mais c'est aussi vrai pour la ville de Drummondville. Pour ceux qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, quelles sont les possibilités qui existent afin de leur faciliter la tâche? Parmi les choses intéressantes dont je voudrais vous faire part, c'est que Drummondville a été une pionnière au Québec avec un principe ou un concept qui s'appelle les incubateurs industriels. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Un incubateur industriel, c'est un local industriel
qui appartient à la ville. Donc, c'est la ville de Drummondville qui est propriétaire du bâtiment et qui loue cet espace-là bien moins cher qu'une entreprise privée et qui donc offre des services à ces nouvelles entreprises-là. Donc, le but d'un incubateur industriel, ce sont des entrepreneurs qui démarrent une entreprise, ils s'installent là, sont en période de rodage et quand ils ont un chiffre d'affaires intéressant, là, ils s'en vont dans un local plus grand qu'ils vont louer eux-mêmes. Donc, c'est un peu comme une pépinière, si vous voulez, d'entrepreneurs. Et il y a de nombreuses entreprises qui ont commencé, qui ont démarré dans l'incubateur et qui, aujourd'hui, ont une vitrine, par exemple, sur une autoroute, là. Merci, M. Villeneuve, d'avoir participé à ce documentaire. Ce fut un plaisir de vous parler. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre intérêt envers la grande région de Drummondville. C'est une belle idée que vous avez eue d'aller à la rencontre ou à la découverte de différentes régions du Québec. Puis je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Et puis, on ne lâche pas par rapport à la pandémie. Là, on est tout le monde dans le même bateau. Victoriaville est une ville située dans la municipalité régionale du comté d'Arthabasca, dont elle est le chef-lieu dans la région administrative du centre du Québec, au Québec. Bienvenue à l'hôtel de ville de Victoriaville. Sa population est estimée à 47 796 habitants. Elle fait partie d'une région qui a un faible taux de chômage. Victoriaville a d'importantes préoccupations pour les environnements et pour le développement communautaire. Elle est considérée comme le berceau du développement durable au Québec. Elle a une histoire riche et intéressante, présentée dans le rayonnement de différents événements historiques. En 1861, le village de Victoriaville, après avoir scindé le village d'Arthabascaville, a été créé, sanctionné le 18 mai 1861. En 1890, le village de Victoriaville a été scindé en deux pour former la ville de Victoriaville et la municipalité de la paroisse de Sainte-Victoire d'Arthabasca, sanctionné le 2 avril 1890. En 1896, un de ces illustres citoyens devait le premier ministre francophone à être nommé premier ministre du Canada, Sir Wilfrid Laurier. Aujourd'hui, sa maison est convertie en un grand musée de l'histoire. Le musée de Laurier est situé sur la rue du même nom, Laurier, à Arthabasca, Victoriaville. Bienvenue à la bibliothèque Alcide Fleury. Bonjour, Madame Marisol. Bonjour, moi je travaille pour la Corporation de développement économique de la MRC d'Arthabasca. Alors, mon travail consiste au recrutement de la main-d'œuvre, soit immigrante ou pas, et une attraction et une rétention des talents dans la région. Quels sont les avantages que vous avez en région que nous n'avons pas à Montréal? Dans tout, dans les distances pour aller à l'école, dans la restauration qui rapidement, ça devient vos amis, les restaurateurs, dans les entreprises qui rapidement vont vous accueillir et vont
C'est informer qui êtes-vous avant de dire qu'est-ce que vous faites. Comprenez-vous, le côté humain est très, très élevé. Qu'avez-vous mis en place pour attirer les immigrants à venir s'installer chez vous? Accueil jeunesse, il y a aussi emploi jeunesse. Vous allez trouver sur victoriaville.ca parce qu'il y en a beaucoup de programmes. En termes d'embauche, à combien estimez-vous le nombre d'immigrants qui travaillent dans votre région? Centre du Québec, donc 95% c'est francophone. Donc la quantité d'immigrants est beaucoup plus petite si on se compare à Montréal. Comme l'immigration est beaucoup plus restreinte ou plus petite, et rapidement, on trouve sa place. Rapidement, on trouve un endroit. Puis en même temps, ça permet à savoir jusqu'où on peut aller en tant qu'opportunité de travail. On n'est pas en compétition. Au contraire, on est désiré. Et ça, c'est intéressant parce que l'estime de soi, elle est très élevée, très agréable. Ça, je vous dis vraiment d'une bonne objectivité, heureusement, c'est encore comme ça au centre du Québec. Connaissez-vous les difficultés auxquelles les nouveaux arrivants font face le plus souvent en région? Nous avons le comité d'accueil international à Victoriaville qui s'occupe énormément d'accueillir et d'intégrer les nouvelles familles qui vont arriver à Victoriaville. Et quand nous parlons d'intégration, nous parlons aussi du respect total des habitudes de chaque immigrant. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que le comité d'accueil international, ça fait, je ne sais pas si 40 ans ou 30 ans, ils travaillent pour les immigrants. Donc, eux, ils vont prendre vraiment la personne, la famille dans l'ensemble et vont l'amener dès son arrivée jusqu'à temps qu'elle puisse avoir un emploi. Implantée en milieu agricole et forestier, Victoriaville est principalement constituée de zones résidentielles à faible densité, toujours en processus d'étalement urbain. Le nord est dominé par un parc industriel, qu'une fusion inspirée du maire d'Arthabasca de l'époque, M. Pierre Roux, en 1996, la population des municipalités d'Arthabasca, de Sainte-Victoire d'Arthabasca et Victoriaville convenait de se regrouper en une seule ville. La municipalité de Saint-Christophe d'Arthabasca avait également été invitée pour fusionner, offre qui fut déclinée. À l'issue d'un référendum tenu le 7 novembre 1993, dont le résultat est devenu officiel le 23 juillet 1994, remplaçant l'appellation temporaire Victoriaville d'Arthabasca qui avait suivi la fusion. L'appellation de Victoriaville coiffe désormais la ville issue d'un regroupement des 3 municipalités, choisies par la population des 3 entités municipales. Concernant les prix des logements comparativement aux autres régions, pensez-vous qu'il y aura ici une grande différence? L'échelle pour les loyers, ça peut varier des 400, 500, 600, 700. À 950, là, vous allez pouvoir trouver une maison très, très intéressante. Connaissez-vous les difficultés auxquelles les nouveaux arrivants font face le plus souvent en région? Nous avons le comité d'accueil international à Victoriaville qui s'occupe énormément d'accueillir et d'intégrer les nouvelles familles qui vont arriver à Victoriaville. Et quand nous parlons d'intégration, nous parlons aussi du respect total des habitudes de chaque immigrant. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que le comité d'accueil international, ça fait, je ne sais pas si 40 ans ou 30 ans, ils travaillent pour les immigrants. Donc, eux, ils vont prendre vraiment la personne, la famille dans l'ensemble et vont l'amener dès son arrivée jusqu'à temps qu'elle puisse avoir un emploi. La ville a su faire ses preuves. Victoriaville est la première ville au Québec dont la flotte automobile de la mairie est électrique. Également, la ville innove de jour en jour au niveau de la récupération. À Victoriaville, sur le mont Arthabasca, anciennement le mont Saint-Michel, est érigé d'une maison complètement écologique. Tel que dit, la population a d'importantes préoccupations pour la qualité de vie et l'environnement. Le tissu industriel de Victoriaville est très diversifié.
Longtemps reconnue comme étant la capitale du meuble et du textile au Canada, son économie est aujourd'hui davantage orientée vers les secteurs de l'agroalimentaire, de l'équipement de transport spécialisé, de la fabrication de machinerie, ainsi que de la récupération et la valorisation des matières résiduelles. Il y a aussi, à Victoriaville, l'usine de cercueils Vic Royal, une division de Victoriaville Group. Victoriaville Group, propriété de la famille Dumont, est le deuxième plus grand fabricant de cercueils en bois de l'Amérique du Nord. L'aéroport régional André Fortin de Victoriaville est l'un des mieux équipés au Québec pour accueillir les jets d'affaires et les petits avions privés. D'ailleurs, une coopérative d'entrepreneurs y possède un avion mis à disposition de ses membres pour leurs voyages d'affaires ailleurs au Canada ou aux États-Unis. Voici le CIUS Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Dans quel domaine, selon vous, il y aurait plus de chances de trouver des emplois dans ce coin? Tous les secteurs sont vraiment en demande en ce moment. Les côtés industriels, probablement, le pourcentage est un peu plus élevé, mais les côtés main-d'œuvre qualifiée, elle est très, très en demande. Le taux de chômage est très, très, très bas à Victoriaville. Tous les postes sont comblés, mais la main-d'œuvre la plus demandante, c'est la main-d'œuvre qualifiée, dont des postes, en ce moment, j'ai vu passer des gestion des ressources humaines, adjointe administrative, adjointe à la paye. Et le côté industriel, c'est la main-d'œuvre non qualifiée. Cela veut dire que la personne n'a pas besoin de parler beaucoup français pour entrer dans les usines. Pour les familles qui ont plusieurs enfants, sans voiture, qui voudraient s'installer en région, très souvent, ils se questionnent au sujet des écoles et surtout les moyens du transport en commun. Comment fonctionne ce système chez vous? Nous n'avons pas de transports en commun, mais nous avons des transports taxibus. Taxibus, c'est un système de transport avec un abonnement par année. Ça, c'est un genre de système qui peut aller chercher n'importe où la personne qui peut se trouver pour les amener d'un point A à un point B. Pour les enfants, il y a toujours le système de transport scolaire. Et pour les enfants ou les personnes handicapées, on a aussi le système des rolibus. C'est un système de rolibus, c'est pour les personnes vraiment à mobilité réduite, qu'on va les amener, se promener un peu partout. Et ça aussi, c'est vraiment pas dispendieux. Tout est accessible à pied parce qu'on est à moins de 20 minutes, 30 minutes à pied de nos endroits. Nous sommes maintenant au cégep de Victoriaville. Conclusion. Nous avons pu remarquer que Victoriaville a connu plusieurs évolutions marquantes qui a fait ses forces. Elle dispose d'une grande variété de services et d'activités qui fournissent aux citoyens ce dont ils ont besoin à tous les niveaux. La ville compte des établissements d'éducation, de formation et de culture de qualité qui illustrent son évolution et son adaptation à l'ère moderne. La ville organise tout au long de l'année de nombreux événements à teneur sociale et récréative qui comprennent des dizaines de festivals et d'expressions culturelles diverses. En fait, Victoriaville est très distinguée par son histoire, ce qui en fait un lieu d'accueil chaleureux. Merci Madame Hidalgo d'avoir participé à ce documentaire. Ça a été un plaisir de faire votre connaissance, vraiment, vraiment.